Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce webinaire. Aujourd'hui, on va parler de supply chain. Je m'appelle Mélanie Léonard et je travaille chez MBuild de Wallonie. Alors aujourd'hui, supply chain, on aura l'occasion de cette présentation aujourd'hui d'aller dans les détails. Donc c'est un projet en fait qui est dans le cadre, c'est un webinaire qui est dans le cadre de DigiZ, un projet qui s'est fini, voilà, qui a eu lieu sur 2 ans avec un ensemble de partenaires. Donc, on n'était pas tout seul pour mener ce projet. Vous voyez à l'écran, on a travaillé avec d'autres fédérations, avec des centres de recherche, des pôles de compétitivité comme Logistics in Wallonia qui est là aujourd'hui. Et aujourd'hui, on aura l'occasion également d'entendre des experts de chez Multios et de Proximus. Alors, ce projet DigiZ, en quelques mots, pour résumer ce qui s'est passé dans ces 2 ans. Donc, on a eu l'occasion de faire des webinaires comme aujourd'hui. C'est notre 4e webinaire. On a eu différents lunchs du numérique où là, c'était des rencontres vraiment avec des entreprises en présentiel où on avait l'occasion de traiter différents sujets, par exemple sur l'intelligence artificielle. On a animé aussi un réseau d'apprentissage qui était composé de quelques industriels et qui ont pu en fait échanger sur des projets innovants. Alors, on a aussi accompagné des entreprises vraiment sur terrain. On a eu une trentaine d'accompagnements vraiment numériques et environ une dizaine d'accompagnements plus spécifiques à la supply chain. On en reparlera tout à l'heure avec le pôle. Et on a développé du contenu, différents contenus, dont un outil en ligne qui est pour les entrepreneurs. On a fait d'ailleurs un webinaire dédié à cela. On communiquera également par rapport à cet outil. Et alors, enfin, DigiZ, c'est un projet pour qui finalement? Pour les entrepreneurs de la construction au niveau industriel, donc ceux qui préfabriquent, ceux qui fabriquent des éléments, parce qu'on le sait, le secteur, il évolue, il y a de plus en plus de besoins, d'enjeux. On va parler aujourd'hui d'enjeux, c'est comme ça que je me retourne maintenant vers vous les experts. Peut-être juste avant d'entrer dans le vif du sujet, voilà, vous demandez à tout à chacun d'abord de vous présenter assez succinctement, expliquer où vous travaillez et un peu la mission de votre organisme. Paul, je me tourne vers toi pour Logistics in Wallonia. Voilà, bonjour à tous, bonjour Mélanie. Donc voilà, mon nom est Paul Duquesne, je travaille pour le pôle Logistics in Wallonia depuis 2 ans comme expert supply chain. Alors c'est quoi le pôle Logistics in Wallonia? Donc il a été créé en 2006 lors du démarrage du plan Marshall, donc le plan de relance wallon. Et donc on est un des 6 pôles en Wallonie qui est dédié au transport, à la logistique et à la mobilité. Et donc notre mission finalement c'est d'aider les entreprises qui sont actifs dans le transport et la logistique et la mobilité, à se développer, à se professionnaliser et à quelque part essayer donc d'utiliser les outils technologiques d'aujourd'hui et donc aller sur des projets d'innovation qui quelque part va leur permettre de rencontrer donc les enjeux environnementaux, sociétaux et donc économiques. Donc voilà. Merci. Je me retourne vers les membres, 2 membres du pôle, ici Multios et Proximus, l'INSEE pour Multios. Oui, donc nous sommes une entreprise IT spécialisée dans des solutions digitales destinées aux sociétés. Donc on essaye d'optimiser leur gestion et de les aider dans leurs difficultés. Nous sommes situés à Naast et à Tournai. Nous sommes 10 personnes et l'entreprise a été fondée en 2010 par Eric Baroni, qui est également notre actionnaire majoritaire. Au niveau de notre conseil d'administration, nous sommes 3. Donc Eric, moi-même, également WAP Invest. Et notre actionnariat s'est ouvert fin 2023 auprès de WAP Invest, Digital Attraction et Socaris. Merci. Et enfin, Frédéric, pour Proximus. Bonjour à tous, Frédéric Renette. Et donc, au sein de Proximus, je m'occupe du développement de projets innovants en s'appuyant sur la nouvelle technologie mobile qu'est la 5G. Et donc, de développer, là, je suis en charge de développer ensemble avec les clients des projets innovants en suscitant la co-création, la réflexion et la réalisation concrète de projets, comme je vous le présenterai tout à l'heure. Merci Frédéric. Justement, dans cette heure, on va vraiment parler d'innovation, on va parler de besoins d'entreprise, de problématiques. Supply chain, c'est un mot en fait qui peut parler ou qui ne parle pas toujours aux entreprises. Donc peut-être déjà pour commencer, Paul, qu'est-ce qu'on entend derrière ce mot supply chain? Donc la supply chain, donc évidemment, on peut le traduire en français comme la chaîne d'approvisionnement, chaîne logistique. Et donc en fait, ça considère vraiment donc toute la chaîne qui commence donc au niveau de la gestion de la demande, donc la manière dont les entreprises vont gérer les prévisions de vente, les commandes, les demandes, jusque finalement la livraison aux clients, en passant par toute une série donc de maillons qui sont de manière générale les plus importants,
les achats, le stockage, la production et transformation. Et donc, en fait, la supply chain se caractérise par des flux, donc des flux physiques. Donc, je veux dire, en amont et en aval de votre production, il y a des flux donc de marchandises. Vous avez vos flux d'informations qui sont fondamentaux quelque part pour assurer l'efficience de ces flux physiques. Et donc, on va beaucoup parler aujourd'hui de digitalisation. Vous avez vos flux documentaires et vos flux financiers. Et donc, de manière générale, si on considère une situation standard d'une chaîne, vous avez vraiment une entreprise qui va acheter des matières premières, qui ensuite va soit les stocker ou directement donc les fabriquer, ensuite de nouveau les stocker, les vendre via des distributeurs et différents clients B2B, B2C. Ça, c'est de manière générale. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que la supply chain est vraiment un élément de différenciation. Lorsque vous avez une entreprise qui comprend vraiment l'importance de la supply chain, elle va être beaucoup plus, je dirais, compétitive par rapport à la concurrence. Et donc, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que à un moment sur cette chaîne, si vous avez un problème, ça va forcément donc entraîner donc en aval de ce problème d'autres problèmes en cascade. Et donc, par exemple, si je prends un exemple dont je vais parler donc par après, la gestion des inventaires, la gestion des stocks, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que il faut essayer donc, de manière générale, essayer d'avoir une visibilité la meilleure possible, donc en amont, et donc essayer d'anticiper les choses. Et donc, ça veut dire que la supply chain va permettre d'être beaucoup plus efficient, si vous voulez, au niveau de cette chaîne, si cela vous permet finalement d'anticiper et de comprendre finalement la manière dont planifier donc les choses au niveau de votre activité. Donc ça, c'est un peu la supply chain. Merci. Donc vraiment l'importance de lier les choses entre elles. Donc vous avez évoqué la gestion de stock. Au niveau des entrepreneurs, c'est vrai que c'est souvent une problématique qui revient. On a pas mal de stock, on ne le digitalise pas toujours. Il y a beaucoup de questions à ce niveau-là. Et c'est un défi actuel vraiment des entrepreneurs. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Donc effectivement, donc c'est un des enjeux de la supply chain, donc la gestion des stocks. Et on l'a vu, et j'en parlerai par après, au niveau des diagnostics en entreprise qu'on a réalisés dans le cadre du projet Dikizzi. Donc effectivement, la gestion des stocks est quelque chose, si vous êtes plutôt une société qui n'anticipe pas ou qui ne mesure pas suffisamment l'impact que la demande ou la gestion de la commande donc a sur l'ensemble de la supply chain. Donc c'est une société, s'il y a vraiment des pics et des creux, qui va devoir, pour être réactif, avoir des inventaires beaucoup trop élevés, ce qui fait que ça va vraiment engendrer finalement des immobilisations financières très importantes. Et donc, une société qui va être vraiment mature au niveau supply chain va pouvoir, quelque part, aura l'intelligence de pouvoir planifier au mieux ses activités en allant chercher vers le client, finalement, ces éléments de prévision de vente. Ou alors de gérer cette demande au plus près avec le client. Ça veut dire qu'elle va être capable de lisser toutes ces activités donc en aval de cette activité donc de gestion de demande et va pouvoir limiter ses inventaires en fait. Et donc l'idée d'une bonne gestion des stocks, c'est vraiment d'essayer de minimiser donc ces inventaires tout en quelque part en garantissant le fonctionnement des activités et en pouvant donc livrer le client en temps et en heure. Ça c'est très important. Donc le challenge et l'enjeu, c'est vraiment de ne pas avoir trop de stock, mais d'en avoir suffisamment pour pouvoir assurer le service. Et donc, on voit finalement, donc, dans les entreprises que nous rencontrons, des entreprises qui ne gèrent pas assez ou peu, finalement, leur gestion des stocks. Ce sont souvent des entreprises où il n'y a pas vraiment d'inventaire informatisé, donc il y a un problème déjà de digitalisation, là, ou alors qui ne réalisent pas des inventaires réguliers ou structurés, où il n'y a pas vraiment de règles de sécurité, ce qui permet, avoir un stock de sécurité, ça permet de déclencher plus facilement donc ces achats. Et donc, il y a toute une série de règles qui ne sont pas en place. Et donc, pas de gestion de l'eau, et donc on parlera de traçabilité par après, de règles de picking, par exemple, la règle FIFO, elle n'est pas suffisamment comprise. Et donc, pas de gestion d'emplacement, et donc tout à l'heure dans Proximus, on parlera, donc l'intelligence artificielle peut aussi aider par rapport à ça. Et donc, lorsqu'on passe vers une société qui est beaucoup plus mature au niveau de la gestion des stocks, on a déjà une certaine maturité pour dimensionner des stocks, pour créer, on va dire,
des inventaires tournants, donc qui cycliques. Donc il y a vraiment déjà une maturité plus importante. On travaille déjà avec des ERP potentiellement connectés avec des WMS pour gérer les espaces et les emplacements. On utilise des outils de scanning, par exemple, donc des terminaux mobiles, qui assurent finalement une fiabilité vraiment intéressante donc des stocks. Et donc vous avez des classifications des emplacements, donc on ne stocke plus, on va dire, où il y a de la place. Donc on est vraiment dans une intelligence au niveau donc de la gestion des stocks. Et lorsqu'on va vraiment un peu plus loin, on est dans des notions de ce qu'on appelle Smart Warehouse, où là, on est vraiment dans de la digitalisation vraiment très poussée, et on utilise l'intelligence artificielle, par exemple, ou l'Internet des objets, des AGV, par exemple, on parlera tout à l'heure donc de drones, on est dans des tours de stockage automatisés, on est vraiment dans une optimisation de l'activité de gestion des stocks. Donc voilà. On voit justement, c'est assez rassurant de voir ce découpage un peu par niveau de maturité, parce qu'on voit, c'est souvent le message qu'on donne aux entreprises, il faut avancer étape par étape, parce que des fois elle est perdue par rapport à tous ces enjeux, elle se dit tiens mon stock c'est vrai, qu'est-ce que je dois en faire, comment je dois l'automatiser, et ici on voit vraiment qu'il y a vraiment différentes technologies adaptées à chaque besoin, donc ça c'est vraiment un message positif pour l'entrepreneur, et dans les challenges aujourd'hui, je crois que la gestion de stock avec la pénurie. C'est un des challenges effectivement. Très bien. Alors, on a parlé, vous avez aussi dit le mot traçabilité. C'est un mot qu'on entend souvent aussi au niveau des entrepreneurs. C'est vrai, tracer les choses, tracer les véhicules, tracer les matériaux, tracer les personnes. Est-ce que vous savez nous en dire plus à ce niveau-là? Donc, en fait, lorsqu'on parle de traçabilité, donc, on parle, en français, on parle de traçabilité, mais en anglais, on parle de track and trace, en fait, où en fait, le tracking, c'est vraiment suivre quelque chose ou quelqu'un le long de la chaîne. Et on parle de tracing, c'est vraiment ce qu'on fait a posteriori, c'est-à-dire retracer un peu l'historique de ce quelqu'un, de ce quelque chose le long de la chaîne. Donc en fait, ce sont les deux choses. Donc en fait, de manière générale, il faut comprendre que pourquoi est-ce qu'une entreprise dans la construction doit mettre en place une solution de traçabilité. C'est qu'en fait, il y a une pression réglementaire. Donc en fait, que ce soit, je veux dire, le service public, par exemple des douanes, que ce soit l'ONSS, que ce soit des normes comme par exemple l'ESG ou la pression donc de l'État, il y a vraiment un besoin absolu de tracer. On peut tracer plein de choses. Donc il y a aussi par exemple les clients qui vous obligent quelque part à tracer parce qu'ils ont effectivement eux-mêmes la même demande. Vous avez aussi les enjeux climatiques, comme par exemple la réduction d'émissions de CO2, c'est typique. Les enjeux financiers, vous voulez quelque part vérifier si vos chauffeurs sont plutôt dans l'éco-conduite. Et vous avez l'efficience donc opérationnelle. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, pour tracer ou faire de la traçabilité, vous avez besoin de données. Données, donc vous travaillez donc dans des systèmes qui vont générer des données, qui vont transmettre des données et qui vont traiter des données. Donc, lorsqu'on est maintenant... Alors, qu'est-ce qu'on peut suivre fondamentalement? Je vais retrouver mes slides, voilà. Ce sont les moyens de transport, ce sont les marchandises, les équipements et les personnes. Alors, au niveau des moyens de transport, des exemples, c'est la géolocalisation. C'est aussi, par exemple, mesurer les émissions de CO2. Au niveau des marchandises, c'est vraiment ce qu'on peut mesurer, ou tracer, c'est vraiment où se trouvent les marchandises, où sont positionnées les marchandises. On va utiliser des codes à barres, des QR codes, ce genre de choses. Les équipements, c'est à peu près la même chose. On peut taguer les équipements. Et alors, au niveau des personnes, ce sont par exemple la présence d'employés ou de travailleurs sur les chantiers. Ça, on en parlera donc tout à l'heure. Il y aura quelques exemples. Là, de nouveau, je donne quelques exemples donc de traçabilité d'équipements, de capteurs de béton ou quelque part la technologie de Bluetooth peut faire des mesures de température et d'humidité. Vous pouvez géolocaliser donc des équipements de transport, mais aussi par exemple des conduites de gaz. Vous avez la réalité augmentée, donc c'est un autre exemple sur chantier. Et je parlais de géolocalisation, ben voilà par exemple ici donc des bennes de déchets qui peuvent être géolocalisées, ce qui permet de vraiment avoir une vue à un instant T de où se trouvent finalement les différents équipements de transport. Donc Logistics in Wallonia, donc il y a 3 ans je pense, créé donc une étude sur les solutions de traçabilité, donc en matière de transport et logistique. Et donc il y a un état de l'art qui a été réalisé il y a 3 ans et qui est vraiment une vue d'ensemble des technologies existantes
Et donc, il y a vraiment tous les secteurs qui sont abordés, dont celui de la construction. Donc, je vais peut-être inviter, je vais dire, les membres donc de MBuild d'aller voir sur le site de Logistics in Wallonia. C'est un gros, on va dire, un gros travail qui a été effectué, mais vraiment intéressant, et qui peut vraiment donner des idées de perspective par rapport à ce qui est faisable et possible dans le secteur. Oui, parce qu'on voit que la traçabilité ici, finalement, ça concerne pas mal de choses. Il y a encore pas mal de questions au niveau des entrepreneurs, de dire, souvent on trace les véhicules, mais des fois il y a aussi une crainte un petit peu de mettre ce genre d'outils au niveau des entreprises, parce qu'on dit, tiens, on va surveiller mon personnel. Quel est le message que vous pouvez donner quand justement on voit qu'il y a pas mal de choses qui sont abordées ici et que le but justement, c'est de mieux gérer son chantier? L'idée, c'est de mieux gérer, de mieux comprendre ce qui se passe. Je dis, dans une supply chain, finalement, ce qui est fondamental, c'est de comprendre, avoir une visibilité par rapport à ce qui se passe. Donc, je peux comprendre que les entreprises essayent de comprendre au niveau des différents flux ce qui se passe. Donc, pour moi, ça a beaucoup de sens donc de mettre ces solutions de traçabilité donc en place et donc au niveau des chantiers de comprendre un peu où on en est. Donc, je dirais que pour moi, c'est tout à fait normal. Hein. Oui. Et d'éviter des erreurs et d'avoir un meilleur suivi. Vraiment, c'est important aussi pour anticiper aujourd'hui, comme ça a été abordé. Et justement, voilà, par rapport à toutes ces notions, qu'est-ce que met en place justement Eliway pour accompagner le secteur? Donc en fait, le pôle logistique in Wallonia, donc Eliway, donc on a réalisé, je pense, 8 diagnostics en entreprise dans le secteur de la construction, dans le cadre du projet Dikizi. Et donc on a, si vous voulez, donc ce type d'accompagnement est toujours possible, et d'ailleurs gratuitement, dans le cadre d'un autre projet qui s'appelle Wallup, où finalement donc les PME industrielles, donc manufacturières, peuvent être diagnostiquées au niveau supply chain par nos experts. Et donc l'idée, si vous voulez, c'est vraiment un accompagnement de 3 jours d'un expert qui va vraiment analyser sur le terrain les opérations, l'aspect stratégique et financier au niveau logistique, si vous voulez, et qui va permettre finalement d'émettre des recommandations et des pistes d'action, d'amélioration, et purement supply chain, je parle, hein, et dont les éléments digitaux dont on va beaucoup parler aujourd'hui, sont un des éléments où on va vraiment aider. Et donc, on va vraiment analyser, si vous voulez, différentes couches on va dire, d'activités, en commençant par ce qui déclenche finalement la chaîne d'approvisionnement, donc la gestion de la demande, et comment donc est organisée, on va dire, l'entreprise d'un point de vue supply chain. Et on donnera à ce niveau-là des conseils comment aborder ces deux aspects-là. Et ensuite, on ira à travers les différentes couches importantes donc de la supply chain, qui sont l'aspect donc achat, stockage, transport, production, et après-vente, service après-vente, qui sont vraiment les éléments fondamentaux d'une supply chain. Et donc, vraiment, on donnera des conseils et des recommandations pour que les acteurs donc, du secteur de la construction puissent s'améliorer. On parlera aussi de digitalisation et comment mesurer si on est bon ou on n'est pas bon. Et on parlera d'indicateurs de performance logistique. Et on parlera aussi de sécurisation de la supply chain. Donc, c'est vraiment un accompagnement donc vraiment de 3 jours, donc avec vraiment une visite en entreprise entre 4 et 8 heures. Donc, vraiment, c'est assez intéressant. Et donc, ça va aider quelque part les entreprises à se remettre en question pour certaines choses avec un œil extérieur d'un expert qui est vraiment habilité à faire ce genre d'exercice. Juste pour information, donc le pôle réalise plus ou moins 100 diagnostics par an. Donc, on a vraiment une méthodologie et une habitude de faire ce genre d'exercice. Et le feedback a toujours été très positif par rapport à ça. Voilà. Merci Paul. On voit le message est clair. Donc vous, derrière votre écran, n'hésitez pas, si vous n'avez pas encore bénéficié de ce diagnostic, de contacter le pôle. Ils sont vraiment là pour vous aider. D'autant plus que par rapport à ces thématiques, on voit quand même qu'il y a encore pas mal de challenges. Et je pense aussi que ce diagnostic, il est accessible à toute entreprise dans le sens que même si on a déjà mis des solutions en place de traçabilité, il y a toujours une finesse à aller rechercher. Donc, ça peut s'appliquer à quelqu'un qui n'a pas encore beaucoup automatisé le processus. Et aussi à des entreprises qui sont vraiment à la pointe. On a vraiment différents niveaux de maturité au niveau supply chain. On a vraiment ça va, je dirais, du basique jusqu'à l'excellence. Et même dans des entreprises qui sont vraiment dans un processus de digitalisation qui intègre vraiment les fournisseurs et les clients. Donc en fait, si vous voulez, en termes de maturité, on peut faire des diagnostics d'entreprises qui vont même démarrer leur activité
jusqu'à des entreprises qui ont vraiment une maturité supply chain très élevée. Il y a toujours, si vous voulez, des conseils qui vont on va dire des choses qui vont, des recommandations qui vont être émises, où il y a toujours moyen de s'améliorer. Et en fait, on est vraiment dans l'amélioration continue. Donc, c'est aussi, quelque part, un message que je peux faire passer, c'est que en supply chain, la situation d'aujourd'hui, elle est ainsi, mais demain, elle peut être différente. Parce que ces éléments, surtout de technologie et de digitalisation, s'améliorent au jour le jour. Donc, je pense qu'on aura beaucoup d'exemples aujourd'hui avec Proximus et Multios qui vont montrer vraiment que c'est quelque chose qui est extrêmement rapide. Et donc, la technologie aujourd'hui, il faut en tenir compte, c'est vraiment important. Donc, voilà. Merci, Paul. Ben justement, sans transition, on arrive vraiment les cas pratiques, les cas terrain. L'INSEE, vous, au niveau de Multios, vous proposez une solution de gestion, cet acronyme ERP qu'on entend beaucoup au niveau du secteur. On voit que c'est un des besoins majeurs quand on va sur terrain, qu'il y a encore des notions de gestion, de centraliser l'information. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, tout à fait. Donc, l'objectif, c'est vraiment d'accompagner les entreprises dans leurs défis. Ils sont nombreux. Le premier défi, je dirais que c'est l'humain dans son ensemble. La partie productivité, la lourdeur des tâches administratives, de bien dispatcher les tâches et les responsabilités à chacun, c'est quelque chose qui va toujours clair, de pouvoir bien organiser les projets dans la durée, de pouvoir faire face aux imprévus qui arrivent toujours, de pouvoir anticiper. Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, quand on sait anticiper, on va travailler de manière plus efficace et moins dans l'urgence. La difficulté d'obtenir une vraie vision à 360 degrés de l'entreprise, ça c'est vraiment une problématique. Quand on ne voit pas, on ne sait pas réagir. On va également avoir une problématique qui est très courante, c'est l'interruption des processus entre les services. L'entreprise a de nombreux processus. En général, quand ils sont gérés par une personne, tout fonctionne. Par un service, on peut avoir des failles, mais quand on cumule le nombre de services, et c'est le cas de toutes les entreprises, on est dans vraiment dans des processus transversaux, le risque grandit. Et donc, c'est vraiment d'améliorer la communication entre les services. Donc, c'est le principe de l'ERP. C'est justement d'avoir cette gestion transversale, donc avec des outils communs pour l'ensemble de la structure, mais avec vraiment des fonctionnalités précises pour ça, chaque service. Parce que les besoins vont être différents d'un service à l'autre. Donc, en fait, on essaye de renforcer la communication entre les départements, également de valoriser les travailleurs. Parce qu'on part du principe que si les travailleurs sont efficaces, l'entreprise va d'office être performance. On essaye de simplifier la communication, qui est souvent redondante, avec des oublis aussi qui peuvent avoir des conséquences, d'avoir un accès à l'information en temps réel pour tout le monde, dès qu'on en a besoin, de pouvoir accélérer, fluidifier les processus. Et donc, c'est vraiment les points sur lesquels on va travailler de manière vraiment importante et continue. Alors, pour nous, l'efficacité de l'entreprise, voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est l'anticipation en premier lieu. Dans l'anticipation, on va avoir anticipé les recrutements. Quand on doit recruter, par exemple, pour des gros contrats, de pouvoir les anticiper, de pouvoir les prévoir, pour avoir une réserve de recrutement qui soit efficace, de pouvoir fluidifier, d'accélérer énormément, de se baser sur les profils travailleurs et les profils clients. Donc, le profil travailleur va plutôt être basé sur les compétences, sur les métiers, par rapport à la base ROM, les profils clients par rapport, par exemple, aux règles de sécurité chez le client, de pouvoir anticiper ces règles pour que le travailleur, quand il se rend sur le site du client, il soit équipé correctement. Et également toute la partie achat-commande, donc par exemple avec les seuils minimums de recommande, etc., de pouvoir anticiper cette partie-là au niveau gestion des stocks. Ensuite, ça va être de coordonner. Donc là, par exemple, on va travailler beaucoup avec des diagrammes de Gantt qui vont permettre vraiment une gestion du projet à 360, de pouvoir attribuer les tâches et responsabilités clairement à chaque service ou chaque personne, de pouvoir planifier les ressources qui sont liées justement à ces tâches, de pouvoir faire un suivi des réunions, qu'elles soient internes ou externes avec des partenaires, avec des clients, d'avoir vraiment une centralisation des informations pour qu'il y ait une communication rapide. Ensuite, la planification, qui reste quand même un point très complexe au sein des entreprises. Donc, pour notre part, on va gérer l'ensemble de tout type de planification,
La planification, il y a beaucoup de systèmes, ils sont nombreux et souvent variés dans l'entreprise. Donc, on n'est pas sur un seul type de planification. Donc là, on va travailler sur la planification récurrente, par mission, par projet, par intervention, sur base d'offres, également sur base de timesheet. On va travailler sur l'attribution, donc soit par une ressource métier à un travailleur ou une équipe. Donc, on peut travailler aussi par des équipes préalablement construites. On a une application travailleur qui va permettre de pouvoir voir en temps réel les adaptations des plannings, mais également toutes les informations, profil client, travailleurs qui vont être adaptés au fur et à mesure du temps. L'impact de l'absentéisme aussi, qui est un des imprévus principaux au sein des entreprises, est un point important sur lequel nous travaillons. Donc là, on a des écrans très ergonomiques pour gagner du temps sur cette partie-là. Et tout ce qui est planification, évidemment, du matériel. Ensuite, pour être efficace, il faut une chaîne opérationnelle forte et solide. Donc, on le disait tout à l'heure, avoir une gestion de stock efficace, claire, l'anticiper. La partie MRP est extrêmement importante. La logistique triple. Donc là, on va pouvoir gérer la logistique interne de l'entreprise, mais également de ses clients et des clients finaux éventuels de ses clients. La partie achat-vente, la partie CRM et comptabilité. La partie RH, comme je le disais tout à l'heure, la partie humaine est vraiment fondamentale au sein de l'ERP. Donc d'abord, c'est la sécurité des travailleurs. Ensuite, c'est une meilleure conciliation privée-professionnelle. Le fait d'avoir une application avec les données en temps réel, on gagne du temps dans l'information et donc on peut plus facilement concilier. Une gestion salariale rapide, efficace, qui permet au service RH de pouvoir se concentrer sur la personne plutôt que sur les démarches administratives. De pouvoir faire le suivi des formations, qu'elles soient continues, obligatoires ou au choix des travailleurs, et de pouvoir utiliser efficacement les ressources aussi. Et donc, il faut un suivi des compétences. Et puis, on parlait de traçabilité, c'est la base de l'ERP, donc toute la partie gestion documentaire, la traçabilité de tous les process, donc il n'y a pas d'interruption dans la traçabilité du process. Les communications sont également tracées. Donc, ça permet d'avoir des reportings. On va travailler la partie bilan carbone. Donc là, par rapport aux données comptables, mais également aux données opérationnelles. Je prends par exemple les déplacements des travailleurs ne sont pas inclus dans la comptabilité parce qu'ils utilisent par exemple leur véhicule privé. On va pouvoir rapatrier les informations de manière automatique. Et donc les DI pour tous les process pour pouvoir permettre une vraie interopérabilité avec nos partenaires, les clients, les fournisseurs, donc de pouvoir digitaliser l'ensemble des flux. Donc, peut-être pour revenir sur le RP, donc ici, j'ai bien aimé au début parce qu'on a parlé finalement d'une solution informatique et vous avez commencé par parler des problématiques, justement les processus de l'entreprise. Quelles sont justement, vous voyez un petit peu les plus grandes difficultés auxquelles sont confrontés les entrepreneurs par rapport à leur processus justement et auxquelles cette solution peut répondre? La complexité. Donc le nombre d'intervenants va augmenter la complexité. La lourdeur des tâches administratives va aussi augmenter. Et c'est de pouvoir alléger des tâches énergivores et qui ont une faible valeur ajoutée pour justement pouvoir permettre de travailler sur des points essentiels pour l'entreprise et de toujours partir sur une optimisation continue. Est-ce que les entrepreneurs que vous accompagnez, justement, ils se disent que ça va être facile? Est-ce que c'est facile, justement, finalement, d'intégrer le RP? Est-ce que c'est la solution miracle ou quels sont les conseils que vous leur donnez en général pour commencer, justement, cette digitalisation? Alors, implémenter un ERP, dire que c'est facile, je pense que c'est une hérésie. Implémenter un ERP, c'est une décision qui doit être réfléchie. Donc, en fait, on va accompagner le client dans son analyse de besoins. C'est vraiment la base. De pouvoir digitaliser tout ce qui doit l'être. Donc, pas la digitalisation pour la digitalisation, c'est vraiment de pouvoir soigner les problèmes du client, de lui faire gagner du temps là où il faut, de donner vraiment un accompagnement continu et surtout de fédérer les équipes. Donc, c'est important en fait que l'ensemble des utilisateurs puissent comprendre l'enjeu de l'ERP pour le bien de leur entreprise, mais également pour le bien-être de leur confort aussi en termes de travail. Qu'ils aient la conscience vraiment que leur acte a une conséquence sur les autres et que ce genre d'outil centralise l'information et que ce n'est pas forcément que pour sa tâche en particulier, mais vraiment pour tous les processus de l'entreprise. Et vous disiez tout à l'heure, vous avez dit un mot qui est assez important, l'humain. L'humain avant tout, donc ça c'est vraiment important et c'est vrai que nous dans le secteur de la construction, c'est souvent quelque chose qui peut faire un peu peur, cette digitalisation, et parce que avant tout c'est un métier, ce sont des hommes, ce sont des femmes qui travaillent, et donc justement je pense qu'il y a quelque chose qui vous tient beaucoup à cœur, on en parlait tout à l'heure de la formation, seulement comme ça c'est limite le plus gros travail de l'ERP.
Oui, dans l'accompagnement, ça va vraiment être la partie formation, donc formation générale pour qu'il y ait une compréhension vraiment de l'ensemble du process de l'entreprise qui n'est pas toujours connu par chaque travailleur, de pouvoir comprendre l'impact que l'on peut avoir par rapport aux autres services, et ensuite de pouvoir former aux fonctionnalités spécifiques par métier. Donc, c'est une formation qui va être scindée, organisée vraiment par rapport à un plan d'action qui est convenu avec le chef d'entreprise, avec les chefs de service, pour être la plus efficace possible. Donc, on évite les formations sur 3 jours. On essaye de travailler en petits morceaux parce que voilà, la plupart des travailleurs ont quitté l'école depuis longtemps, donc rester 8 heures à écouter un cours magistral, on sait que ça ne fonctionne pas forcément. Donc, on essaye vraiment de scinder par étapes. Et puis, on passe à l'étape suivante pour avoir en finalité la partie comptable et salariale, au bout du compte, au niveau de l'implémentation. La durée d'implémentation, elle va varier vraiment beaucoup d'une entreprise à l'autre. Donc là, ça va vraiment être par rapport à la motivation, l'investissement qui va y être consenti et le nombre aussi d'intervenants, d'utilisateurs. Donc, on peut être de 2 semaines à 1 an. Tout va vraiment dépendre du temps qu'on va y accorder. Je pense qu'une implémentation idéale, c'est 3 mois pour vraiment pouvoir rentabiliser l'investissement et pouvoir continuer à fédérer l'ensemble des équipes sur le projet. Voilà, ça c'est un message important aux entreprises, de se dire, voilà, c'est vrai, on a parlé tout à l'heure, d'identifier une problématique, voir si la solution y répond et de se dire, mais c'est normal si ça prend du temps, s'il y a des étapes, et ça, on ne fait pas seul, vous pouvez accompagner l'entrepreneur là-dedans et c'est très important. Je souligne encore ce mot humain, parce que c'est ça, on parle de digitalisation, mais finalement, c'est des processus. Donc, que l'entrepreneur soit conscient que la digitalisation, ça ne résout pas tout. Il y a toute cette notion de processus derrière qui doit vraiment bien être établie. Alors, vous avez aussi développé une autre solution. On va parler plus d'intelligence artificielle. Est-ce que vous savez nous donner un mot sur cette solution? Oui, avec plaisir. Donc, la solution s'appelle Indigote. Donc, en fait, c'est vraiment la sécurisation des chantiers des personnes. Donc, on va travailler plutôt sur des grands sites, quelle que soit l'activité. Donc, l'objectif, ça va être de contrôler l'ensemble des accès, que ce soit par QR code, par lecture de plaques, par smartphone des travailleurs. On va avoir la partie sécurité du travailleur parce que souvent les sites sont des sites à risque. Et donc là, il y a un intérêt vraiment très important de pouvoir tracer le travailleur pour sa propre sécurité par rapport aux zones dangereuses en cas de sinistre et de lui faciliter son travail parce que ce sont des travailleurs qui sont itinérants. Donc, il faut qu'ils puissent avoir accès à l'information de manière rapide, simple, et eux également pouvoir communiquer des informations très rapides. Donc, par exemple, on travaille avec un synthétiseur de voix pour leur éviter de devoir écrire lorsqu'ils sont sur site. Et la partie IA va intervenir vraiment sur le relevé des situations réelles. Donc, sur l'ensemble du site, les travailleurs vont pouvoir relever l'ensemble des interventions de maintenance qui doivent être réalisées. Ensuite, elles vont être classées par ordre de risque, par de l'IA. Pourquoi l'IA est essentielle dans ce point-là? C'est parce qu'il va y avoir une interaction avec les événements extérieurs. La météo, des visites qui pourraient être prévues, des adaptations au niveau des différents services, des zones en maintenance, etc. Et donc, la classification peut évoluer en fonction des événements extérieurs. Et ensuite, l'IA va pouvoir attribuer de manière la plus efficace possible les interventions qui sont à réaliser en fonction des compétences et des métiers des travailleurs. Et donc, on voit ici l'intelligence artificielle, on entend de plus en plus parler dans le secteur, il y a beaucoup de questions à ce niveau-là. Finalement, pour utiliser la solution, il ne faut pas être un pro de l'IA. Pas du tout. Donc, en fait, l'objectif, en tout cas au sein de nos solutions, c'est que le développement soit très complexe, mais par contre, avec une ergonomie très simple au niveau des interfaces utilisateurs. Donc, l'interface, par exemple, smartphone est très, très simple. Elle doit pouvoir être utilisée par des personnes qui ne comprennent pas la langue, par des personnes qui sont illettrées, des personnes qui ont, par exemple, des équipements qui ne leur permettent pas de voir facilement. Et donc, ça, c'est vraiment l'objectif que ça puisse être facile et abordable par tous. Voilà, on voit que l'IA, c'est une technologie et on voit aussi que c'est en arrière finalement. Après, c'est comme vous dites, c'est cette ergonomie que l'entrepreneur va pouvoir utiliser. Ça, c'est un message aussi très important parce que souvent, on veut une application facile. Le but, c'est de faire son chantier. C'est pas finalement de toucher à la technologie. Et donc, on voit aussi un exemple ici où l'IA peut vraiment apporter une plus-value. On a parlé de sécurité, de gestion et ça, c'est important parce qu'il y a toujours cette crainte un peu de l'IA
qui pourraient remplacer nos tâches. Mais ici, on voit encore un exemple. On avait eu un autre webinaire spécifique sur l'IA et on avait aussi dégagé des choses que l'IA finalement vient apporter quelque chose en plus à l'entrepreneur. Ben, merci beaucoup. J'avais encore une dernière question par rapport à vos applications, parce qu'il y a quand même 2 applications qui sont qui peuvent être super importantes pour les entreprises. Est-ce qu'elles peuvent se connecter entre elles? Oui, tout à fait. Donc, elles sont à 100% interfacées et elles sont interopérables également avec d'autres solutions dont l'entreprise aurait besoin. Donc, l'objectif, c'est vraiment de trouver la meilleure solution pour le client. Et donc, ça peut être aussi le cumul de plusieurs solutions distinctes, mais avec une communication constante. Super, un grand merci. Merci. Je me tourne maintenant vers vous, Frédéric. Donc, on va parler encore un peu plus innovation. On vient de parler ici de gestion, de logiciels, d'IA. On va parler avec vous de drone. Alors, Proximus, drone, on se pose un peu des questions. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur justement pourquoi avoir utilisé les drones dans le cadre de votre projet? Oui, mais en fait, on a utilisé les drones et je vais revenir sur le projet. On a utilisé les drones, mais pas que les drones. On a intégré le drone, l'intelligence artificielle et la 5G. Je ne veux pas vous effrayer par toute cette technologie, parce qu'en fait, le point de départ, c'est d'abord un challenge qu'un utilisateur nous a posé. Et Paul le mentionnait, la gestion du stock, la gestion de l'inventaire est un point crucial pour l'entreprise. Et certainement d'un point de vue financier, c'est un challenge. Et la société Deltrian est venue avec ce challenge. Et un agrandissement conséquent de leur zone de stockage, 40 000 références à gérer, comment éviter le temps d'arrêt, parce qu'un inventaire de 40 000 références, ça coûte de l'argent parce que l'activité doit être mise à l'arrêt. Et le personnel doit être utilisé pour réaliser cet inventaire. C'est une obligation légale. Il faut la réaliser aussi au minimum une fois par an. Et comme on le disait, ça a un impact financier. Et ça, c'était le challenge que la société Deltrian a posé sur la table. Et avec différentes parties et avec le client, bien sûr, on a commencé à réfléchir. Mais tiens, comment pouvoir apporter une solution facile et abordable d'un point de vue financier, bien sûr, pour répondre à ce besoin. Et c'est là où on a développé cette solution. On a combiné le drone qui va être utilisé, c'est un drone automatique, autonome, qui va dans les zones de stockage, qui va aller capturer les images. Comme le drone doit être léger, il est impossible de traiter ces images sur le drone. Et donc, on va utiliser la 5G pour transmettre cette quantité énorme de données vers l'intelligence artificielle qui, elle, va analyser les images. Et l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui est développé, et on a chez Proximus des experts qui ne font que ça, développer des algorithmes en fonction des besoins. Et là, les besoins étaient de pouvoir reconnaître la marchandise qui est stockée, de pouvoir la localiser aussi, et on verra aussi, on y a ajouté une optimisation de l'espace de stockage, parce que aussi la place peut générer des coûts supplémentaires, et comment on peut optimiser cet espace de stockage. Et toutes ces informations sont alors synthétisées et transmises au WMS de Deltrian pour pouvoir l'incorporer dans son outil de gestion de stock. Alors, un petit mot sur la 5G. Et pourquoi est-ce qu'on parle de 5G ici? Parce que, comme je l'ai dit, énormément de données. C'est un drone autonome, donc il doit avoir un lien permanent, stable et ultra rapide par rapport au centre de contrôle, ce poste de pilotage qui est automatique, mais il doit toujours y avoir une connexion entre le drone et ce poste de pilotage. Et c'est là où la 5G, avec sa faible latence, sa bande passante accrue et sa stabilité, va jouer un rôle important. Et si on passe au slide suivant, on voit aussi
que quand on parle de technologie, on voit des combinaisons qui se retrouvent dans beaucoup de cas d'usage. Et donc ici, on a la partie drone, on a la partie 5G et on a la partie IoT, Big Data et intelligence artificielle qui interviennent. Et dans le cas particulier de Deltrian et du use case qu'on a monté, là, on voit sur le slide suivant que c'est surtout la bande passante accrue qui était nécessaire et la faible latence pour contrôler le drone et transmettre tout ce volume de données qui ne va pas être traité par l'humain, qui va être traité par l'intelligence artificielle. Et comme vous le disiez, l'intelligence artificielle vient en support à l'humain pour avoir toutes les informations de stockage et deux, de pouvoir aussi transmettre des messages vers l'humain en termes d'optimisation possible d'espace de rangement. Et alors ensuite, c'est à l'humain, à l'homme, de prendre la décision de qu'est-ce que je fais avec cette information, est-ce que j'interviens ou est-ce que je n'interviens pas. C'est ça finalement, l'IA, il faut toujours avoir un œil critique, ça va donner une série d'infos, mais l'être humain derrière reste capital pour prendre sa propre décision. On ne sait jamais qu'un outil d'aide. Oui, tout à fait. Déjà, l'intelligence artificielle, les algorithmes, dans ces cas bien précis, vont être construits quelque part sur base des demandes de l'humain, sur base des demandes du client qui exprime tel ou tel besoin, tel ou tel challenge. Et ensuite, cette intelligence artificielle va pouvoir, comme je le disais, traiter énormément d'informations qui n'est difficilement gérable par une personne humaine, mais in fine, le résultat de ce traitement de l'information va être remis à l'humain qui va pouvoir l'utiliser. Donc c'est vraiment un renforcement des processus, un renforcement des informations, fournir plus d'informations, mais des informations utiles aussi par rapport à la situation de l'utilisateur, par rapport à ses propres besoins. Et c'est en ça que l'intelligence artificielle vient en support à l'humain pour augmenter l'efficacité, tout simplement. Et donc là, on voit quelques exemples concrets. C'est le proof of concept que l'on a développé pour Deltrian. Et donc, par exemple, ça, ce sont quelques exemples d'analyse d'informations que l'intelligence artificielle peut fournir. C'est identifier quelle boîte a quel espace, et quelle volumétrie, quel volume de boîtes, mais également, est-ce qu'il y a des boîtes qui sont ouvertes, est-ce qu'il y a des boîtes qui sont endommagées, des palettes endommagées, et c'est également un avertissement pour augmenter la sécurité des travailleurs, parce que qui dit palette endommagée dit risque, et donc c'est une information que l'intelligence artificielle remet à l'humain, et l'humain alors peut prendre une décision finale quant au traitement de cette information. Si on passe au slide suivant, mais donc voilà, ça c'est vraiment, parce que qui dit intelligence artificielle, algorithme, c'est un petit peu une black box. Qu'est-ce que c'est en fait? Comment est-ce que ça fonctionne? Ben là, typiquement, on le voit sur ce slide. Chaque emplacement est reconnu, chaque boîte est reconnue, et le nombre de boîtes est également compté. Et ça, c'est vraiment le traitement de l'algorithme et le résultat final qui est fourni à l'entreprise et qui est intégré dans son WMS. Et si on passe au slide suivant, là aussi c'est une illustration d'une des fonctionnalités de l'algorithme, c'est une analyse de l'espace disponible, enfin une analyse de l'espace global, le volume de l'espace qui est utilisé, avec l'information, quel est le volume non utilisé et est-ce que l'humain peut améliorer ça ou ignorer cette information, parce qu'encore une fois, c'est la décision finale ou l'utilisation finale dépend de ce que l'homme va décider de faire avec l'information. Et donc ici, on lui propose plusieurs alternatives où il pourrait avoir une prise de décision. Oui, tout à fait. Oui. Et ça, c'est par rapport à un besoin bien spécifique. Donc ici, c'est par rapport à une gestion d'inventaire dans un entrepôt à l'intérieur, mais
il faut vraiment utiliser ça comme étant un exemple, mais les cas d'usage, les cas d'application sont multiples. Et chaque usage, chaque besoin pourrait être traité de manière différente. Si, par exemple, en extérieur, en utilisant un drone, la 5G et l'intelligence artificielle, on peut par exemple analyser la volumétrie de différents types de matériel, que ce soit du sable, que ce soit de l'acier, que ce soit des déchets, tout ça, et ce sont des cas d'utilisation qui sont tout à fait possibles et réalisables à partir de la même combinaison technologique, mais pour des finalités différentes. Ben voilà, on voit vraiment ce qu'on dit, le champ des possibles, parce que c'est vrai qu'au niveau du secteur, quand on entend parler par exemple de drones, c'est souvent par rapport aux couvreurs pour aller inspecter les toits ou des endroits dangereux, par exemple des fissures en béton sur un pont. Donc on voit en fait que finalement, comme vous le disiez, vous l'avez tous dit, on parle d'une problématique et après on voit quelle technologie peut y répondre et de quelle manière. Et justement, vous, par rapport à ce projet, avec du recul, vous avez cumulé pas mal de technologies, vous êtes parti d'un besoin très précis au niveau de la gestion du stock de l'entreprise. Quels sont, avec du recul, les plus gros challenges auxquels vous avez été confrontés lors de ce projet? Je pense que la partie la plus importante, c'est pas quand on parle de technologie, mais quand on analyse bien quels sont les besoins. Et là, c'est important d'avoir les bonnes personnes autour de la table pour pouvoir poser les bons diagnostics et poser les bonnes questions pour que ce soit utilisable et impactant au niveau de la société, au niveau des différentes entreprises avec lesquelles on a cette démarche. Et c'est pour ça qu'on appelle vraiment cette démarche de co-création, de brainstorming, de réflexion, pour pouvoir avoir l'analyse la plus adéquate de la problématique pour pouvoir amener la bonne solution, en fait. Et par rapport à ça, justement, si on peut résumer en 2-3 points les plus gros avantages qui ont été apportés ici avec l'entreprise, quel est son retour après ce développement? C'est le gain de temps, c'est automatisé, donc gain de temps, pertinence des données, parce que l'efficacité de l'algorithme est très élevée, et donc la gestion du stock, la rapidité, et l'adéquation des résultats par rapport à la situation réelle. Je pense que ça, ce sont les points les plus importants et les résultats les plus marquants de ce cas d'usage. Merci. Et comme on le disait tout à l'heure, mais c'est vrai que ici, ce qui est important aussi, c'est que on l'entend dans le discours. Ce qu'on demande aux entreprises quand elles ont un challenge, finalement, c'est de pas de s'inquiéter si elles sont finalement pas des pros dans la technologie. Le but, c'est vraiment de s'accompagner des acteurs dont c'est le métier et de venir vraiment avec ses besoins, de ses processus, et que c'est pas quelque chose qu'ils vont faire tout seuls. Donc voilà, c'est vraiment un travail de co-création, je pense. On l'a bien entendu avec vos différents cas. C'est de cerner cette problématique, de voir les besoins et finalement de s'allier des personnes les plus pertinentes. Merci beaucoup pour ces échanges, pour ces témoignages. Peut-être encore un petit mot, suite à nos différents échanges aujourd'hui, si vous pouviez donner chacun un conseil à ceux qui nous écoutent, comment se lancer si demain ils ont une problématique, on parlait de gestion de stock aujourd'hui, de gestion de manière générale également de son entreprise. Je vais commencer par vous, Paul. Je dirais qu'on a parlé beaucoup de supply chain aujourd'hui, donc quelque part, oui, c'est un enjeu. Mais bon, je veux dire, les entreprises, donc dans le secteur de la construction, on a parlé des diagnostics, elles peuvent faire appel finalement donc au pôle logistique Sylvania pour les aider quelque part à mettre en évidence certains points qui pourraient être améliorés. Et effectivement, on a parlé technologie et on a parlé innovation. Toutes ces technologies, quelque part, peuvent vraiment les aider à améliorer certains points au niveau de la supply chain. Donc vraiment, je pense que les entreprises en Wallonie ne sont pas seules. Il faut faire appel donc quelque part aux expertises. Et donc voilà, donc que ce soit le pôle ou d'autres experts, donc comme Proximus et Multios, il y en a d'autres évidemment, mais voilà, on est là pour finalement les accompagner et quelque part un peu se challenger eux-mêmes pour aller plus loin dans l'amélioration continue. Donc voilà. Merci Paul. Lindsay, peut-être un mot par rapport à ce qui vient d'être dit, s'il y a quelque chose à rajouter. Oui, je pense que c'est vraiment le fait de sortir de son entreprise,
de ne pas avoir peur d'aller voir des partenaires, des fournisseurs, mais également des concurrents, des sous-traitants, des clients, pour pouvoir vraiment s'ouvrir l'esprit par des échanges et de pouvoir vraiment affiner leur analyse de besoin. Parce que l'analyse besoin d'un client au départ n'est pas toujours la bonne. Et donc, le fait de sortir, de voir, de se renseigner, c'est toujours sans engagement, mais ça permet de s'ouvrir l'esprit. Merci. Et peut-être le mot de la fin par rapport à ce qu'on s'est dit aujourd'hui. Mais je pense qu'on a souligné l'humain. Je pense que c'est avant d'être une histoire de technologie, c'est un challenge qui doit être résolu par les humains et utiliser la technologie comme moyen pour répondre à des besoins. Et donc, c'est de mettre les bonnes personnes autour de la table, de pas forcément trop restreindre les compétences, mais vraiment de réfléchir multi-compétences, multi-métiers au sein de la même entreprise, de bien pouvoir poser le problème afin de trouver la meilleure solution au problème sans se soucier au départ de quelle technologie utiliser. Merci. J'en profite également pour faire un petit mot aux entreprises. Ben voilà, comme on l'a dit aujourd'hui, n'hésitez pas à vous retourner vers nous, vers le pôle, vers les acteurs directement si vous êtes intéressés également. Si vous avez une question au niveau technologie, on est toujours là aussi. Dans le cadre d'un projet également, on peut vous rencontrer, venir chez vous et voir un petit peu quels sont vos besoins numériques de manière plus ou moins générale et aussi vous proposer, dans le cadre d'un projet, de tester des technologies qui sont, par exemple, des drones. On parlait de drones tout à l'heure pour les couvreurs. Ben, ça, c'est quelque chose qui est aussi possible. Donc, n'hésitez pas. Je crois qu'il faut être curieux et pas hésiter à vraiment oser tester les choses. Je vois qu'il y a une question ici dans le chat. Je vais la lire. Question de Guy de Mulenard, Fidustria. Petite question. Est-il possible d'assurer une traçabilité jusqu'à la fin de vie du produit, des constructions, remplacements et par quels moyens techniques? Là, peut-être que je me tourne vers qui veut répondre à cette question, peut-être pour Paul. J'ai une bonne question. Voilà, donc la traçabilité, je dirais que là on parle quand même de produits, donc je dirais que une traçabilité end-to-end, oui, c'est faisable. Hein, donc dans le cas d'un diagnostic, des 8 diagnostics qui ont été effectués, il y avait vraiment une entreprise qui le faisait du début de la chaîne jusqu'à la fin de la chaîne. Donc oui, c'est faisable. Bon, maintenant, on pourrait en parler un peu plus en détail, évidemment. Mais là, je vois qu'il y a aussi l'aspect reconstruction. Donc, il y a l'aspect récupération, on va dire, qui est inclus. Ça, je dirais que je ne sais pas trop répondre à cette question à ce moment-ci, mais je dirais qu'a priori, oui. Mais ça va nécessiter, évidemment, des outils sur toute la chaîne qui va le permettre, effectivement. Donc, je pense que c'est peut-être aussi, c'est des réflexions qu'on a aussi avec le secteur, peut-être avec des technologies comme le BIM, Building Information Modeling, où là, il y a une maquette numérisée. Et justement, c'est question de tracer les matériaux, de tracer les éléments et de se dire une fois, en termes de maintenance, une fois que la maquette est réalisée, de ne pas s'en servir juste pour la conception, c'est déjà une très bonne chose, pour l'exécution, mais de cette maquette qu'elle vive à la fin et qu'elle puisse répondre à des enjeux environnementaux tels qu'on les a aujourd'hui de déconstruction et de réemploi. Il y a peut-être des choses à ce niveau-là. Oui, je pense, oui. Voilà. S'il n'y a plus d'autres questions, il me reste à vous remercier aujourd'hui. Paul du pôle logistique in Wallonia, Lindsay de chez Multihost et Frédéric de Proximus. Un grand merci aussi à vous qui êtes derrière votre écran. Donc le webinaire va être diffusé et donc n'hésitez pas à faire appel si vous avez la moindre question. Les experts seront là pour y répondre même à la suite de ce webinaire. Voilà. Bonne journée, merci à tous. Merci à vous, une bonne journée.